Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine. Jeudi 16 juin, nous pensons à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, mais aussi à ceux qui pleurent aujourd'hui. Je veux dire une pensée à tous les habitants de Bukavu et de Goma. Nous vous saluons et nous le disons encore une fois, vous êtes les vrais citoyens, l'exemple même, si vous voulez, du patriotisme de la citoyenneté de notre République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de deux grands sujets. Le premier, la première question, ce sont les absents qui ont été bannis, on va dire, invalidés à l'Assemblée nationale. Beaucoup de cris, beaucoup de grincements des dents, mais aussi quelques applaudissements. On en parlera tout à l'heure dans cette émission. Mais aussi entre la sécurité et les élections 2023. Qu'est-ce qu'on en retient vraiment? On en parlera, les politiques devant un choix extrêmement difficile, mais aussi historique. Pour le trio d'aujourd'hui, je reçois Papi Njosso Ngandou, il est secrétaire général adjoint de l'ANCL. Patrick Kalenga, journaliste Tabala Agence Télévision, et Russell Moutoké, cadre de l'UDPS. Messieurs et dames, les deux sujets sont là, les trois invités aussi. Actualité en images, c'est parti. L'Assemblée nationale rétablit l'ordre, les députés absentéistes invalidés. L'heure de la médiocrité et de l'indiscipline est désormais révolue. Le bureau de l'Assemblée nationale et les élus nationaux décident de rétablir l'ordre et la discipline au sein de cette chambre du Parlement. Au total, 5 députés nationaux qui ont brillé dans leur absentéisme ont été donc invalidés. Il s'agit de Marie-Ange Mouchebekwa, Henri Movasakani, Papi Nyango, Luc Moulimbalimba et Adolphe Mozito. Lui d'ailleurs qui, dans ses prises de position, se montre de plus en plus patriotique concernant les questions de souveraineté nationale. Quelle que soit la tendance, personne ne doit être au-dessus de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Comme toujours, le FCC a réagi. Dans une déclaration, la famille politique de Joseph Kabila dénonce la violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que la Constitution a été véritablement violée? C'est cette question qu'on discutera bien évidemment avec les autres. Mais la question reste à savoir pourquoi maintenant est-ce que ça nous aide à nous diviser? C'est des grandes questions de l'heure. Alors je commence avec Patrick Kalenga. Patrick Kalenga, vous êtes journaliste à Tabala Agence Télévision. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci beaucoup Christian Bossembe. C'est un grand honneur de te recevoir aujourd'hui. Vraiment, très longtemps. Très longtemps en tout cas. Très longtemps. Je suis très content pour toi, surtout par cette touche de professionnel. Merci. Je me retrouve sur un beau plateau. Merci. Je dirais même un plateau murliflore parce que le mot vaut son sens. C'est un plateau qui démontre à suffisance qu'aujourd'hui même, pendant ce débat, nous allons sortir le meilleur jus de notre cerveau pour décortiquer les sujets sous examen. Mais encore une fois, merci pour le professionnalisme et les travaux que tu es en train d'abattre. Merci Patrick. Bon vent aussi à Tabala Télévision, à Tabala Agence Télévision. Merci vraiment. Alors, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous rencontrez Papi Njosso, qui est secrétaire adjoint de l'ANCL. C'est vous, exactement moi. D'accord. J'ai compris d'ailleurs que vous avez une petite difficulté dans la prononciation de mon nom. Oui, c'est comme un hymne national chaque fois que je suis ici. Mais dorénavant, je commence aussi par te féliciter pour cette œuvre tentaculaire et aussi magnifique. Merci. Donc je me suis retrouvé comme si j'étais sur un plateau de France 24. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Maître Papi Njosso Ngandou de la Bouinda. Je suis le coordonnateur national du collectif des communicateurs du changement pour la nation, membre de l'Union sacrée. Okay. Je suis également secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques du parti ANCL, qui signifie Alliance pour la nouvelle classe libérale. Mais sur ces plateaux aujourd'hui, vous me recevez en double qualité. La première qualité, je suis le troisième intellectuel de Kabeya Kamwanga, et la deuxième qualité, je suis le prophète politique. Merci à vous pour votre invitation. Ça sera très bien aujourd'hui. J'ai l'impression que ça sera très bien. Le troisième intellectuel de Kabeya Kamwanga. Très bien. Merci, prophète. On en parlera tout à l'heure. Et Russell Moutoké, vous êtes cadre de l'UDPS.
donc naturellement de l'Union sacrée. Exactement. Merci pour cette marque de confiance, Christian. Sur ton plateau, je constate une révolution. Merci. Et moi, je suis l'un des téléspectateurs depuis lorsque vous aviez commencé sur RTG à la radio. Ah, d'accord. Après, lorsque vous avez créé votre propre chaîne YouTube, là je parle de Congo Buzz. Chaque fois lorsque vous faisiez des révélations et consorts, j'étais en train de suivre chaque fois avant d'aller dans une émission. Et après, lorsque vous créez votre propre chaîne, la première fois que je suis arrivé ici, c'était avec un ami, un collègue de politique, Wilson Munzemba. Là, vous étiez encore tout au début. Oui. Et je me suis dit aujourd'hui, lorsque je suis arrivé, tiens, ça c'est une véritable révolution. Merci. Parce que, en tout cas, nous sommes passés dans plusieurs chaînes, sur plusieurs plateaux de télévision. En tout cas, il y a des révélations sur, que ce soit au niveau de la chaîne, que ce soit au niveau du plateau. Mais entre-temps, je salue mes co-débatteurs, le prophète, vous avez dit le prophète? Le prophète politique. Le prophète politique, le troisième intellectuel de Kabuya. Ah, mais moi j'ai retenu ça. Et puis je salue également Patrick Kalinga. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre cette émission. Alors, on va commencer, mais pourquoi ne pas commencer carrément avec le prophète, le troisième intellectuel de Kabuya Kamongo? Je commence avec vous. La question, elle est sérieusement grave. 5 députés ont été invalidés pour absence non justifiée et prolongée. Mais pour les FCC, il s'agit des règlements de compte, puisque la période qui couvre l'absentéisme, c'est la période de Covid, et que l'Assemblée nationale aurait demandé de ne siéger qu'avec 64 députés et pas plus. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, M. Christian Bossembe, pour cette question non seulement magnifique, mais également tentaculaire. Avant de la répondre, j'ai un petit biscuit à annoncer à la population congolaise. Je suis en ta qualité de prophète, je comprends. Mais généralement, le biscuit, c'est réservé aux journalistes. Mais bon, là, je comprends. Non, exact. Prophète, votre qualité est quand même exceptionnelle. J'ai quand même plagié les journalistes, ce n'est pas aussi mauvais. Allez-y alors. Donc, le biscuit est tel que je suis en train de féliciter l'actuel directeur général de l'OGFRAM, qui a exactement montré toutes ses capacités intellectuelles de mettre sur place un organe appelé la tour de contrôle. Et cette tour de contrôle qui est un service qui gère les traitements de marchandises de par le monde. Donc, nous sommes en train de les féliciter pour ces services qu'il a mis au sommet de cette entreprise de l'État. Je reviens maintenant à votre question. Monsieur Christian, je me rappelle du vivant du sphinx délimité, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui disait un jour, une fois UDPS au pouvoir, il y aura l'effectivité d'un état de droit et il n'y aura pas d'opposition. Nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Félix Tshisekedi n'est pas devant des opposants, mais il est devant des ennemis. Et actuellement, il a mis en place l'état de droit dont nous avions parlé depuis très longtemps. En fait, l'état de droit, c'est une idéologie qui veut tout simplement dire toute personne est soumise qu'à une seule autorité qui est la loi. Dans votre question, vous avez dit le FCC a dénoncé les violations de la Constitution. Oui. Et moi, je me pose la question. Si cette Constitution était une fille de 16 ans, elle pouvait déjà crier pour le nombre de fois que les 10 FCC, que moi je qualifie comme étant les fonds commerciaux pour des commerçants. La fille devait déjà être peut-être enterrée. Donc, le FCC n'a pas une leçon à donner à ces régimes. Mais ici, il n'y a pas de leçon. Mais ici, j'évoque la période de Covid, les empêcher de non, ce n'est pas la période de Covid. Même après le Covid, ces députés ne venaient pas siéger. Vous savez pourquoi ils ne venaient pas? Parce qu'ils avaient mis dans leur tête que Félix Tshisekedi ne va pas traîner au pouvoir. Parce que cette cabale a été déjà dénoncée. Ils étaient habitués à de sens qu'un député ne siège jamais,
Mais il touche quand même ses émoluments. Nous l'avons vu pendant 18 ans. Mais lorsque nous parlons maintenant de l'état des droits, nous sommes obligés à respecter mot à mot la loi. Cette loi qui est la Constitution. La motion incidentielle a été soulevée par un élu de l'Issiro qui est membre d'un parti politique Ensemble pour les Katanga. Alors c'était les 18... Vous parlez d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Moi j'ai ma façon d'appeler certains partis politiques. Okay. Oui, Ensemble on va s'habituer en tout cas. Exactement. Ensemble pour les Katanga, et c'est ces députés-là qui avaient soulevé cette motion incidentielle pour faire montre au bureau de l'Assemblée nationale certains députés dont vous avez cité les noms qui ne viennent pas siéger, mais qui viennent toucher régulièrement leurs émoluments. Alors, il est temps quand même, Christian Boussembe, de respecter quand même la loi. Parce que durant 18 ans, nous n'avons jamais vu un député invalidé. Alors que pendant ces 18 ans, il y avait beaucoup de députés nationaux qui ne siégeaient pas, mais qui touchaient... Il y a eu des députés invalidés. Tshisekedi lui-même avait été invalidé par l'Assemblée nationale de... Non. Ça, c'est un cas très différent de celui-ci. Tshisekedi a été invalidé. Il ne siégeait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un mot d'ordre du président élu à l'époque. C'était en ce sens-là. Mais pourquoi, et là je poserai la question à Patrick. Patrick, la même question. Pourquoi lorsque Tshisekedi était invalidé, il n'y avait pas tout ce bruit, l'UDPS n'était pas réuni, où il n'y avait pas, on va dire, les gens n'ont pas crié pour dire voilà, il y a eu exclusion, ainsi de suite. Mais pourquoi quand c'est maintenant, tout le monde parle, en fait pas tout le monde, mais le FCC crie, parle de la violation de la Constitution. Est-ce que c'est le moment, d'abord, est-ce que c'était aussi le moment d'invalider les députés absents? Bon, il vous souviendra qu'en avril, la sonnette d'alarme a été enclenchée au niveau de l'Assemblée nationale, comme quoi il y avait certains députés qui s'absentaient d'une façon inacceptable. Et je crois qu'il y avait une commission qui a été mise sur pied pour essayer d'étudier profondément cette question-là. Et ça a été finalement, il y avait même pas mal de députés qui s'est retrouvé sur la liste de députés absentéistes et qui devraient normalement être invalidés. Je citerai par exemple Aubin Minakou, Némi Mouilania, qui se retrouvaient aussi sur la liste. Et moi, ça m'étonne de ne pas voir ces gens-là être invalidés. L'invalidation n'a pas commencé aujourd'hui. L'invalidation, en 2013, il y avait des députés qui ont été invalidés. En 2018, il y a eu encore des députés qui ont été invalidés. Et donc, on ne peut pas dire que c'est, dans une certaine mesure, un acharnement. Non. Et puis, je ne voulais pas qu'on fasse une certaine confusion dans notre raisonnement. On ne peut pas parler de l'UDPS, on ne peut pas parler du président de la République parce que ça ne concerne pas l'UDPS, ça ne concerne pas le président de la République. C'est une disposition constitutionnelle en son article 110 qui, clairement, définit à quel moment un député peut être invalidé. Là, c'est constitutionnel. Aussi, de surcroît, il y a le règlement intérieur en son article 90.6 ou .5 comme ça, 6. Qui définit clairement la condition qui prédispose l'Assemblée nationale à pouvoir invalider certains députés. Je pense que nous tous, Congolais, nous savons pertinemment bien que ces députés-là ne viennent pas siéger. Mais comment vous expliquez ça? Alors, comment les députés peuvent ne pas venir, comme l'a dit le prophète tout à l'heure? Ils ne viennent pas, mais ils viennent recevoir leur émolument. Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie politique? Oui, je crois que vous avez chippé le mot de ma bouche. En tout cas, je voulais dire plutôt, c'est une démarche hypocrite et criminelle de la part de nos députés. En son temps, lorsque le Sphinx de Limité, paix à son âme, lorsqu'il avait refusé de siéger et avait demandé à tous les députés de ne pas siéger, je me rappelle, Serge Maïamba à l'époque avait désobéi à ce mot d'ordre. Il y avait beaucoup de gens qui avaient désobéi. Plusieurs disaient que la base nous avait dit, on va aller comme ça. Voilà, donc c'était une démarche hypocrite. Déjà, la démarche de vérité au niveau de l'UDPS à l'époque n'est pas à mettre dans le même sac avec la démarche de député du FCC, soit-il. Déjà, lorsque vous renoncez, ou soit lorsque vous n'acceptez pas le pouvoir qui est en place, la manière dont l'Assemblée nationale est en train d'être gérée dans une certaine mesure, où vous trouvez que
vous n'allez pas peut-être faire prévaloir vos propos ou votre argument au sein de l'hémicycle, il est de bon aloi, soit d'être un homme, de porter de pantalon et dire que, ben voilà, je rejette, je refuse cette façon de faire et je ne veux pas siéger et n'est pas se larmoyer dans une certaine mesure. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a la députée, par exemple, Marie-Ange Mouchébé, qui continue à pleurer et à pleurnicher. Oui, mais elle accuse le président, elle accuse la présidence. On n'a pas tenu compte de cette période de Covid. Oui, elle dit que c'est la présidence qui l'a éjectée de là. Non, mais attendez. L'argumentaire qu'elle est en train de brandir ne tient pas la route. 40 jours de congé parce qu'il dit qu'il y avait quelques membres de sa famille, etc., qui étaient testés positifs et elles étaient internées au niveau de l'hôpital Le Diamant, je crois. Mais elle a amené le piège justificatif au niveau de la commission, mais ça n'a pas été pris en compte. Non, mais attendez, 40 jours, nous parlons de 2021. À cette époque-là, 40 jours ne justifient pas le nombre de mois et de temps qu'elle s'est absentée au sein de l'hémicycle, qu'elle n'a pas siégé elle est présente dans les réseaux sociaux. Hein. Non, mais être elle est présente et virulente. Hein. C'est ça la capacité extraordinaire de nos politiques ailleurs. C'est-à-dire que au sein de l'hémicycle, les centres de la démocratie, où, si je ne suis pas d'accord avec Christian Bossembe, je veux t'attaquer sur le point argumentaire dans mon raisonnement. Tenir un raisonnement qui va broyer votre argumentaire, si votre argumentaire est faible. Mais c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous observons au niveau des Assemblées nationales? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent théâtraliser les choses, il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas d'argument, mais qui viennent simplement parce que une fois qu'on a été élu, on n'est plus rédévable devant le souverain primaire, on va percevoir nos émoluments, etc. et tout, et on va demander à chaque fois, à chaque législature, qu'on majore quand même les émoluments, alors qu'on ne fout rien sur terrain, même pas de production législative qualitative qui permettent de convaincre ce genre. Je reviens à vous, Patrick. Russell Mutoke, la même question. Les députés, il y en a qui ont été invalidés. Et j'ai parlé de Madame Mouchébekwa, je pense. Il y a Mouchébekwa, Henri Mova, Papi Nyango, Moulimbalimba, Adolphe Mozito. Tous ont été invalidés. 5, comme Patrick l'a dit, il y a des gens qui se posent encore des questions, mais il n'était pas qu'à 5. Il y avait autant. Pourquoi seulement 5 et pas les autres? Est-ce que parce que les autres se sont rebiffés, ils ont repris les chemins de l'Assemblée très rapidement, et que les autres se sont entêtés? Comment vous voyez la question? Je pense qu'il faut être clair sur cette question. C'est que d'abord, lorsque le règlement intérieur parle de cette question à son article 90.6, d'abord, le règlement intérieur précise que lorsque vous avez plus d'un quart, n'est-ce pas, d'absence non justifiée, il faut préciser, c'est là que vous êtes frappé d'invalidation, mais vous êtes remplacé par la suite par votre suppléant. Mais il faut rappeler ici aussi que lorsque vous posez par exemple la question de dire pourquoi c'est là et consort, on sous-entend qu'ils ont été invités, même pas sous-entendre parce qu'ils ont été invités, et ils ont présenté certainement leurs moyens de défense. Et je pense qu'à ce niveau-là, je crois que c'était à la commission qui a été placée lors d'une réunion, je crois, autour du 20 avril, de président du groupe parlementaire. Je crois que la plupart devaient donner leurs arguments, et ceux qui ont eu des arguments probants, qui ont eu à convaincre la commission, ceux-là ont été peut-être récupérés. Oui. Et les absentéistes, normalement, tels que le dit les règlements intérieurs, devaient être invalidés pratiquement. D'ailleurs, nous rappelons ici à nos amis du FCC que ce n'est pas la première fois. Mon ami journaliste à côté l'a dit. Ils ont invalidé en son temps plusieurs personnes. Il y avait Félix Tshisekedi, il y avait Diomi Ndongala, il y avait Francis Kalombo, il y avait l'autre, le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, n'est-ce pas? À cette époque-là, d'ailleurs, il y avait eu même des injustices probantes. Alors que Diomi Ndongala était en train d'être maltraité en prison à cette époque-là, vous vous rappellerez lorsqu'il parlait de cette histoire de majorité présidentielle populaire. Et donc, il y a eu des injustices. Mais nous rappelons ici aussi que Félix Tshisekedi, c'était un mot d'ordre. Mais ce sont quand même des gens qui ont été invalidés par la suite. Alors, mais est-ce que vous pensez que, comme plusieurs personnes, toujours avec vous, Russell, il y a des gens qui disent que
certains députés ne participaient même pas, même lorsque Mabunda était présidente. Ils se croyaient au-dessus de Mme Mabunda. Ils ne venaient pas à l'Assemblée nationale. Ils avaient les rapports de toutes les commissions à la maison. Personne ne venait, il n'y avait pas de signature. Comment, à partir de quel moment on devient député et on refuse de siéger? Monsieur Christian, je pense qu'il est clair ici, je crois que nous sommes tous chrétiens. La Bible reconnaît que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Comment voulez-vous être un absentéiste? Vous travaillez à la maison, vous vous pavanez là où vous voulez. Vous n'exercez pas les tâches qui vous ont été confiées, reconnues par l'Assemblée nationale. Mais vous percevez quand même les salaires. Je prends par exemple l'exemple de notre aîné Adolphe Mouzito, qui d'ailleurs a justifié cela même dans une des chaînes des radios ici, en disant que voilà, c'était le peuple qui m'avait élu, et donc j'avais besoin et j'avais raison de bénéficier de ces émoluments sans pour autant siéger. Vous comprenez qu'il y a quand même de l'immoralité, n'est-ce pas, au sein de cet hémicycle à un certain moment. D'ailleurs, c'est pour ça même que nous sommes en train d'appuyer le président Mbosso, qui du reste d'ailleurs avait rappelé à l'ordre les députés Léon Mbolemba qui commençaient à prendre je reviendrai sur la question de la sécurité comme un théâtre. Oui, mais qu'est-ce qui justifie, avec le prophète, je parlerai autre chose, mais avec vous, pour terminer, qu'est-ce qui justifie le fait que Mme Mouchebekwa, bizarrement présent dans les réseaux sociaux, tous les jours d'ailleurs, des tweets parfois qui n'ont rien à voir avec son travail de député, plutôt une activiste politique, mais absente à l'Assemblée nationale pendant tout le temps, mais présent dans les réseaux sociaux. Vous avez M. Mouva, qui est présent souvent dans les matinées politiques, dans des rencontres du PPRD, dans des rencontres sportives. Il est extrêmement disponible. On l'a même vu récemment dans les livres de... le baptême du livre du professeur Néhémie. Il était là. Mais comment ils sont disponibles dans les activités politiques, mais incapables d'être dans les activités parlementaires pour lesquelles ils ont un mandat? Je crois que, Christian, tout est clair. C'est la loi qui a exigé ainsi. Je crois qu'ils ont, c'est pas pour rien qu'ils ont des suppléants. Oui. Les suppléants vont les remplacer. D'ailleurs, vous m'avez volé la vedette avec tout ce que vous aviez dit ici, qu'ils sont dans des manifestations et consorts, alors que les travaux dont ils sont dévolus à l'Assemblée nationale, dont ils ont été responsabilisés, là, ils s'absentent, mais ils continuent à prendre des émoluments. Ce qui est logique, c'est qu'ils soient invalidés au profit de ceux qui ont besoin de travailler. Ça prouve à suffisance que ceux derniers ne prennent pas en considération cette Assemblée nationale. D'ailleurs, moi je puis dire ici sur ces plateaux qu'ils sont encore en train de vivre avec leurs vieux démons. Ça veut dire qu'avec l'ancien régime de Kabila, où ils étaient des super hommes, ils ne pouvaient pas participer, ils ne pouvaient pas travailler, mais percevoir quand même des émoluments. Et aujourd'hui, nous sommes dans un état que Papi Diosso vient de préciser ici, nous sommes dans un régime qui prône l'état des droits. Et ceux-là qui ne travaillent pas ne mangera pas non plus, ça c'est clair. Alors, prophète, parlons-en, le troisième intellectuel de Kabila Kamwanga. Revenons sur la question des députés, le comportement même des députés. Est-ce que vous avez remarqué, comme les autres Congolais, que les députés, il y en a certains qui ont fait de la télévision l'hémicycle? Ils sont tout présents dans des chaînes de télévision, alors qu'ils ont une tribune à l'Assemblée nationale. Ils ne demandent jamais la parole, ils ne prennent jamais la parole là-bas. Et si malheureusement ils prennent la parole, on finit par les chasser parce qu'il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils disent. Mais ils sont très souvent dans les matinées politiques. Mais est-ce que ces députés-là, y a-t-il pas un moyen aussi de trouver un moyen de les invalider ou sinon de les recadrer? Exactement, M. Christian, mais je voudrais vous répondre à cette question par un adage latin. Ok. Cet adage dit « Biatomu ke la kabidi bois ». Ah, ça c'est latin ou Chiluba? Non, je dis, je voudrais que vous me suiviez. Ah, ouais, alors, je vous réponds par un adage latin. Ok. Et c'est latin « Biatomu ke la kabidi bois ». Biatomu ke la kabidi bois, ça veut dire quoi? Vous voyez, lorsqu'on prépare une nourriture très salée, il nous est difficile d'en consommer. C'est comme pour dire que certains députés nationaux ont une habitude exagérée. Prenons le régime, parce que moi je m'attaque toujours au régime des 18 ans. Prenons le régime des 18 ans, où un député était un demi-dieu. Comme vous l'avez dit,
À la manifestation politique, il est là présent. Sur les tweets, il est présent. Facebook, présent. À la télévision, présent. Lorsqu'il y a un match de football amical entre les Katangais, ils sont là et vous les voyez même en Varèse. Mais quand il y a même le match des léopards, vous ne les verrez pas. Alors, ces gens de députés qui se croyaient être à l'église, parce que dans les FCC, il n'y avait qu'un seul pasteur qui dit Alléluia et les autres répondent Amen. Et donc, oui, je parle bien de Joseph Kabila. Donc, dans les FCC, il n'y avait pas un mot à dire si ce n'était que Joseph Kabila. Et ces députés ici, qui étaient en train de légiférer des lois en leur propre faveur et en faveur du président de la République, hein, le président honoraire de la République. Donc le président de la République ne pouvait pas du tout les coincer que vous n'êtes pas venu par le canal du bureau quand même de l'Assemblée nationale, que vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas siégé, vous ne touchez pas vos émoluments. Non. Moi, je suis d'ailleurs très content de voir qu'il y a certains députés qui sont invalidés. Entre autres, le président de la Nouvelle Aventure. Parce que... Comment ça, la Nouvelle Aventure? C'est qui le président de la Nouvelle Aventure? Mais Adolphe Muzito. C'est le nouvel élan. Non, Nouvelle Aventure. Donc vous allez vous habituer quand même à mes appellations. Donc le président de la Nouvelle Aventure est quand même invalidé. Quelque part, ça fait la joie de la population congolaise. Parce que nous les voyons souvent dans des matinées politiques où ils donnent même des solutions pour la guerre de l'Est. Et je me pose la question, lorsqu'il fut Premier ministre, où est-ce que ces propositions étaient? Dans les tiroirs? Parce qu'il n'avait un mot à dire. Maintenant, moi, je souhaite les députés qui viennent au moins à l'Assemblée nationale siéger, mais ils ne prennent jamais la parole. Ou soit ceux-là qui viennent, ils prennent la parole, mais ils nous font des aventures. Nous l'avons vu, pas plus tard que 2 jours. Oui, allez-y en tout cas sur ça. Un député national qui a les mandats de peuple. Est-ce Christian Bossembe, au moment où nous sommes, nous devons faire des aventures? Nous devons amener la comédie à notre chambre basse? Bon, mais voilà. Moi, quand je regardais cette vidéo, j'ai eu les larmes aux yeux de voir quelqu'un qui a peut-être l'âge de mon père, qui amène une comédie politique à l'Assemblée nationale, au moment où nous sommes. Or, un autre adage dit... Ça, c'est en latin, toujours? Toujours en latin. Allez-y. Nkunda ya bani, ibo belani mata. C'est toujours les latins. C'est toujours les latins. Vous n'avez jamais entendu parler du latin? J'ai fait 6 ans à l'université. Vous n'avez jamais... Pour apprendre le latin, mais franchement, voilà. Kunda, je ne sais pas si c'est en latin. Écoutez maintenant. Peut-être que c'est une information pour vous. Oui, c'est vraiment une information. Nkunda ya bani, ibo belani mata. Ça veut dire quoi? Vous savez, chez moi à Kabea Kamon, il n'y a même pas la braise. On prépare avec les bois. Mais il arrive des fois où les bois sont difficiles à trouver. Vous avez 3-4 bois. Et maintenant, vous allez voir qu'il y aura des enfants de la famille qui sont là pour souffler, afin qu'il y ait quand même du feu, pour que la nourriture soit quand même bien cuite. Mais vous allez voir que lorsque ces enfants-là soufflent, même le parent souffle aussi, il y a la salive qui vient. Or, la salive devait peut-être éteindre du feu, mais ça n'éteint pas. C'est comme ça qu'on dit. Maintenant, pour faire un raccordement avec ce que je voudrais dire, nous sommes dans un moment crucial où tout le monde doit prendre conscience et se mettre autour du président de la République pour qu'enfin cette situation de l'Est du pays se termine. Mais vous allez voir qu'il y a certains députés qui se lancent dans les comédies au lieu de s'aligner derrière la vision du président de la République qui ne dort pas jour et nuit pour trouver la paix à l'Est du pays. Donc, c'était une situation malheureuse pour notre pays d'avoir ces genres de députés. Et vous avez été choqué d'entendre ça, d'entendre ce député-là? Très choqué. Très choqué. C'est un député d'ailleurs qui a trahi la volonté populaire. Lors de la campagne de 2018, il s'est dit, il se faisait opposant du régime passé, le régime Kabila, alors qu'il était un membre du Front commercial pour les commerçants et qui allait s'aligner à Kingakati là-bas. On lui a posé la question, dites-nous votre candidat président de la République. Il n'a pas dit. Et après qu'il ait voté, qu'il ait élu, qu'il soit élu plutôt député national, il a dit non, j'avais oublié de vous dire quel était mon choix. Alors que son choix était Joseph Kabila. Donc, M. Christian Bossembe, la population congolaise doit ouvrir grandement ses yeux pour corriger ce genre de députés. En fait, qu'en 2023, peut-être qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Il y aura des élections. Mais je suis un prophète politique, vous oubliez ma qualité.
Ok, ça on reviendra pour la prophétie. Alors Patrick, Patrick, je reviens à vous, vous êtes culturel. Et moi je vous connais en tant que culturel depuis longtemps. Est-ce que vous savez que l'Assemblée nationale était d'abord un bâtiment culturel avant de devenir un bâtiment politique? Puisque l'Assemblée c'était au palais de la Nation, mais là c'était le palais culturel en réalité. Est-ce que l'esprit de la comédie, n'est pas resté à l'Assemblée? Puisque les députés, quand ils sont devant l'hémicycle, quand ils sont à l'hémicycle et quand ils sont devant le perchoir, on a comme l'impression qu'au lieu de faire la politique, comme l'a dit le prophète, ils font de la comédie politique. Comment un député peut dire que l'armée congolaise enrôle des enfants et va les aligner pour qu'ils soient tués? Mais on le dit à l'Assemblée nationale. Si le Rwanda prend juste cette partie et monte aux Nations Unies pour dire, voici même chez eux-mêmes, ils enrôlent des enfants. Alors que chez nous, c'est interdit formellement. Est-ce qu'un député peut le dire? À quel moment on arrive à ce niveau-là? À quel moment on arrive à ce niveau-là? C'est tout simplement lorsque le sens humain arrive à tarir, ça c'est de 1, de 2, lorsque on met en exergue les vices au détriment de la vertu, au fait. Comment est-ce que nous élisions nos députés? Est-ce que c'est sur base de leur capacité à nous proposer de bonnes pistes de solutions? Parce qu'on dit qu'un intellectuel, c'est une personne qui réfléchit sur des questions qui assaillent sa société et on propose de réponses. Mais est-ce que nos députés sont à même de proposer des bonnes réponses? Pour revenir au propos de ces députés... ne le citons même pas ici. Hein, oui, je ne peux pas citer quand même. Mais moi, je vois plus le propos. Oui, le propos. Vous allez voir que ce n'est même pas un raisonnement qui est sorti de sa bouche. Ça, c'est pas un raisonnement. Ça ne tient pas la route, c'est pas logique. Et ce n'est pas digne d'un député de balancer des balivernes comme ça au sein de l'hémicycle. C'est pas normal, c'est pas comestible en fait. Déjà, vous allez remarquer qu'il y a une souffrance en termes de raisonnement sur le vrai réalité de l'agression de notre pays et les solutions. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment raisonné sur la question viendra pour balancer des histoires comme ça. Et si on lui pose la question de prouver ce qu'il est en train... mais ça sera de l'acharnement. Voilà, on va dire que ça sera de l'acharnement. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à ce stade-là. Moi, je me rappelle, quand je grandissais, je voyais au sein de l'hémicycle des intellectuels de haute facture. Monsieur Christophe Lutundu, là, c'est une personne qui a autant d'expérience au sein de l'hémicycle, mais vous allez remarquer que, quand bien même il a grandi, mais il propose toujours de lois, il réfléchit, il passe les quarts de son temps à proposer des solutions par rapport aux problèmes qui assaillent la société. À un moment donné, il y avait un problème de la loi électorale, etc. Il a proposé, il a réfléchi et il a proposé. Et c'est comme ça qu'un député doit se comporter. Les peuples qui nous élisent, ce peuple-là a besoin de solutions et non d'explications, a besoin des raisonnements qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, la plus grande question qui devrait normalement hanter les députés, c'est de se poser la question, mais ça fait plus de 3 décennies que cette guerre d'agression existe dans notre pays. Il y a des gens qui meurent à tout bout de champ, mais quel est le mécanisme pour y mettre un terme? C'est ça la réflexion. Mais lorsqu'on vous invite pour essayer un peu de réfléchir dans ces sens-là, vous commencez à descendre plus bas que terre. En tout cas, on se pose des questions. Mais et ça interpelle en même temps le peuple qui nous suit de savoir qui voter prochainement. Chacun doit amener sa part. On jugera une personne par la part qu'il apporte dans la société. C'est-à-dire que la part que Christian Bossembe apporte dans la société, elle est tellement énorme que moi, je serais appelé et poussé à voter. Par exemple, Christian Bossembe, si jamais il envisageait de voter un jour. Je peux compter sur votre voix. Mais justement, bien entendu, pas seulement ma voix, mais j'influence aussi les gens de ma famille. Et ces gens de ma famille connaissent que la personne qui influence cette famille-là, c'est une personne qui réfléchit bien. Et lorsqu'il porte son dévolu sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même Mais Patrick, toujours avec vous avant de prendre Russell, dites-nous, comment vous imaginez le fait que nous avons tout galvaudé et surtout vilipendé? Ça veut dire, les députés à l'Assemblée nationale, c'est un muet total. Il ne parle jamais. Mais il est bavard à la télé, dans les je veux dire, comment on appelle ça, des matinées politiques.
Là, il est là. Mais là où on l'attend, là où il est censé parler, il ne parle pas. C'est quoi cette affaire? D'accord. Je veux répondre ça sous 2 volets. Allez-y. Le premier volet, c'est d'abord, moi j'ai grandi, on m'a appris depuis ma tendre enfance que lorsque vous parlez, vous répondez à l'appel de votre gloire. Lorsque vous êtes au centre de la démocratie dans l'hémicycle, il y a des éminences grises qui sont dans l'hémicycle, qui sont censées être dans l'hémicycle et qui écoutent, scrutent votre raisonnement. Si votre raisonnement est en déphasage avec la réalité, eh ben, on va vous rappeler à l'ordre de la même manière que le député dont on parle, qu'on ne citerait pas le nom, lorsqu'il était totalement à côté de la plaque, il a été recadré et voire même humilié, chassé. Tout de suite, quand les gens ont la honte ne tue pas, les gens continuent à rire. Quoi. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent aller dans des chaînes de télévision pour étaler leur médiocrité aussi dans une certaine mesure? C'est parce que simplement, aujourd'hui, la télévision aussi a arrêté de jouer pleinement son rôle. C'est parce que les gens qui sont à la télévision, qui sont recrutés dans nos télévisions, acquisent une certaine insuffisance intellectuelle. Vrai, hein. Je ne vois pas quelqu'un qui serait plus bas dans son niveau de raisonnement, venir sur le plateau de Christian Bossembe et commencer à proférer de balivernes, à dire de n'importe quoi. Parce que le journaliste qui va trouver en face de lui, c'est un journaliste suffisamment outillé et calibré et qui connaît comment est-ce que la politique fonctionne dans notre pays et qui serait à même de le recadrer et de lui dire non, là vous faites fausse route, vous nous mentez, dites-nous vrai. Et pour les journalistes pour relancer avec une question qui va éclairer la lanterne de l'opinion. Mais la télévision est devenue un instrument d'endormissement. Et ça ne t'étonne pas parce que les motivations qui ont prévalu à la création de la télévision en République du Zaïre, depuis l'époque et tout, n'ont pas permis à cet outil de s'avérer un outil de développement et de changement de mentalité. Et c'est-à-dire que quelqu'un peut venir dire de mensonges, vous remarquerez que le journaliste ou le modérateur ne va pas lui dire que vous êtes en train de mentir. Alors que sous d'autres cieux, il y a même des rubriques qui sont insérées dans des journaux télévisés. Par exemple, on vous dit « œil de 20 heures » par exemple, où la rédaction travaille pour déceler les gens qui ont menti pendant un programme télévisé afin que les téléspectateurs ne soient pas bernés. Et donc aujourd'hui, on assiste à une sorte de personnes qui sont exposées aux médias deviennent des médias bêtes. Parce que tout simplement, ceux qui sont distillés, le message qui sont distillés au travers de la télévision ne permettent pas aux gens de niveler leur conscience vers le haut et à cerner d'un tour de bras les enjeux de l'heure. Alors, Mutoke, on termine avec vous sur la question de l'Assemblée nationale, même si on reviendra sous d'autres formes. La même question que tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est gênant d'avoir des députés qui ne foutent absolument rien à l'Assemblée nationale, mais qui tout de suite retrouvent leur voix, leur langue à la sortie de l'Assemblée nationale. Et ils font parfois beaucoup de bruit, vous le suivez à la télévision, dans toutes les chaînes, ils sont présents, mais à l'Assemblée nationale, c'est des muets au sens propre. Oui, sur cette question, je vais répondre sur 2 volets. Le premier volet, c'est que je fustige également comme mes co-débatteurs sur le plateau. Ceux députés-là qui viennent pour prendre... il y a l'Union sacrée comme vous, hein. Exactement, qui viennent pour prendre nous à l'Union sacrée. Nous ne pardonnons pas lorsque vous êtes en déphasage avec la logique de l'Union sacrée. Nous tirons sur vous. Et donc, ces députés-là doivent être sanctionnés. Je pense même qu'au niveau même de règlement intérieur, il doit y avoir, ou soit ils doivent peut-être amender cette histoire pour y inscrire certains articles, n'est-ce pas, qui rappellent à l'ordre ces genres de plaisanteries. Parce qu'il faut rappeler ici que, heureusement que le député en question n'est pas à son premier forfait. Il a toujours été dans des balivernes. Mais celui qui a dit qu'à l'Assemblée, on ne travaille pas en dehors. Exactement. Vous comprenez que, alors que vous êtes en train de préciser sur votre question ici, c'est plutôt lui qui ne comprend, penser que c'est le travail d'un député. Voilà. Regardez ce qu'il dit. J'ai retenu l'expression qu'il a utilisée, que l'armée était en train de recruter des enfants pour les utiliser comme une chair à canon. Alors que moi, lorsque je suis les informations, je suis quand même au courant que le recrutement, l'armée l'a mis à la place publique. Et voici les principes, les conditions. On dit ici la tranche est celle de 18 ans à 25 ans. Forcément 18 ans. On parle ici aussi du recrutement qui part de, soit vous avez fait 4 ans
aux humanités, soit vous avez fait, un diplôme d'État, des licences ou encore plus, n'est-ce pas? Mais la tranche, c'est de 18 ans à 25 ans. Mais il faut dire aussi ici que dans les médias, nous avons suivi le premier recrutement des jeunes dames qu'on a envoyé à l'EFO-Kananga, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que c'est un député qui est dans le baliverne. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous il dit dans la précipitation, on prend les enfants, on les amène. Nous l'avons dit ici, vous vous rappellerez lorsqu'on était pourtant, il y a une commission à l'Assemblée nationale. Comment on appelle ça encore? Défense et sécurité. Voilà. Et surtout qu'il s'agit d'un problème aussi sensible comme ça. Il vient plaisanter, il vient jeter de l'opprobre sur nos FARDC, sur notre armée. Alors, c'est un député qui méritait une sanction et je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale revoie un peu les règlements intérieurs s'il n'y a pas de tels articles pour sanctionner ces genres de comportements. Mais le deuxième volet ici, c'est que lorsque vous dites qu'il y a des députés qui ne parlent pas, moi je considère que à l'Assemblée nationale, avant tout, il y a 500 députés, bien qu'il y ait cette question des absentéistes. Ce n'est pas tous les 500 qui se mettent à parler. Hein, parce qu'il y a des procédures, il y a des travaux qui sont faits même en dehors même de faire des propositions. Il y a des travaux de commission, n'est-ce pas? Il y a, dans ces commissions-là, il y a des génies. C'est là que moi je considère que ce sont des héros dans l'ombre, n'est-ce pas? Ils ne sont pas des personnes qui aiment bien faire le public. Le Mathieu, vu comme nous venons d'évoquer les cas de ces députés qui a fait le théâtre, n'est-ce pas? Et donc, parler à l'Assemblée nationale n'est pas synonyme effectivement d'être un député éloquent ou un député intelligent. Mais on va dire, Russell, que dans cette assemblée, il y a eu quand même beaucoup d'escalade verbale. On se rappelle qu'il y a un député de l'ECID qui a dit, je cite, la police a exécuté froidement un citoyen. Pendant que ce député le dit, le policier qui a tiré sur cet étudiant a été arrêté, condamné, retiré de l'armée, de la police. Mais lui, le député, se prend comme le plaisir de dire que c'était une exécution. Or, qui dit exécution, dit l'aval de tout un gouvernement. On accepte d'exécuter. Alors, lorsque les gens à l'extérieur nous suivent, ils disent, mais ils ont un moratoire sur les exécutions là-bas. Comment est-ce qu'on exécute? Et pire, la police a exécuté un étudiant. Est-ce que nos députés ont la mesure de leurs propos? Est-ce qu'ils ont la mesure de leurs tâches? Il y a un autre député qui a insulté le président de l'Assemblée nationale de voyous, et c'était que tout le monde a suivi. Alors la question qu'on se pose, est-ce que nous sommes dans une Assemblée nationale ou on est dans une gardienne nationale? C'est pourquoi vous voyez, à un certain moment, nous convions à notre peuple, n'est-ce pas, d'être beaucoup plus responsables lorsque ils partent comme Patrick l'a dit, d'être rigoureux dans le choix exactement. Parce que lorsque voilà la conséquence, n'est-ce pas, de pouvoir voter des individus parce qu'on vous a donné un polo, parce qu'on vous a donné des moyens financiers, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que moi je martèle sur la question des sanctions. L'Assemblée nationale doit être beaucoup plus sévère parce qu'il y a des cas comme ça, des rebelles, n'est-ce pas, des irréguliers qui viennent qui considèrent que l'Assemblée nationale est un fourre-tout, une poubelle où on peut se permettre de tout. Et d'ailleurs, même les termes honorables, d'ailleurs, commencent à perdre tout son sens. Et puis vous êtes parce que ces députés-là sont connus d'ailleurs. Ailleurs, c'est pas comme ça. Exactement. On les appelle pas des honorables. C'est des représentants du peuple, c'est des députés. Mais ceux-là qui devaient normalement être cette crème intellectuelle à qui les députés a délégué son pouvoir. À qui le peuple, qui est le souverain primaire, a délégué son pouvoir pour aller parler de ce problème au sein de l'hémicycle, aller le représenter au sein de cette institution prestigieuse, qui viennent pour raconter des balivernes. Et je pense que ce sont des sanctions qui doivent s'en suivre quant à Alors on se rappellera aussi de ce député qui avait insulté les chefs de l'État, le traitant d'inconscient devant tout le monde. Non, mais cette assemblée, comme on aura tout vu, hein, il faut comme le dire. Alors on va prendre, sauf si vous avez une minute pour tout le monde, pour terminer ce sujet, ou nous prenons le deuxième sujet, Carmen. Bon, moi je voudrais placer un mot. Alors un mot et puis on termine, on prend le deuxième sujet. Oui, je place un mot par rapport à ces députés-là qui viennent à l'Assemblée nationale et ne prennent pas parole. Parce que mon co-débatteur, Russell, l'a dit ici, qu'il y a 500 députés à l'Assemblée nationale, mais du moins, même si ils travaillent dans des commissions, dans des sous-commissions, la population ne comprendra pas que
et ces députés-là travaillent dans une commission ou dans une sous-commission. Donc, ne serait-ce qu'une seule fois prendre la parole, même saluer, je salue ma base. Ils peuvent le faire. Mais ceux qui viennent, qui s'absentent également, bon, les règlements intérieurs est appliqué via la Constitution, l'article 110, comme l'a dit Patrick. Donc, je voudrais qu'on amende un peu certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour poursuivre tous ces députés-là. C'est lui qui a injurié. Voilà, moi je peux les citer, c'est délit, c'est ça. Là. Il a insulté le président de l'Assemblée nationale, le vieux Mbosso. Ce qui a aussi choqué même l'entendement de la population qui l'a élu. Il y a un autre délai SIDA, comme vous venez de le dire. Il y a SIDA. qui a tenu des propos. Mais est-ce que, vous avez même dit, si vous vous êtes étonné, est-ce que les députés nationaux calculent leurs propos? Ah, moi je comprends pas. Est-ce que avant, comme il a soulevé ici la Bible, parce qu'on dit avant de parler, vous devez tourner la langue 77 fois. Est-ce que les députés les font? Je crois non. Donc, les mesures disciplinaires doivent être motivées pour corriger ce genre de députés. Patrick, un mot et puis on va prendre... Bon, moi, ce que je dirais simplement, c'est d'inviter le président de l'Assemblée nationale à faire exactement le travail qu'il est en train d'abattre. C'est qualitativement défendable dans une certaine mesure. Aussi, je l'invite aussi à dénoncer le traître dont il évoque très souvent au sein de l'hémicycle. Ouais. Parce que certains propos de députés, lorsqu'on essaye un peu de faire une lecture en filigrane, on se rend compte que ce ne sont pas des propos de nationaux, des gens qui doivent normalement porter au créneau les revendications de la population. Donc c'est en contradiction, en déphasage avec les attentes de la population, et ça nous pousse à nous interroger sur qui le donne ces éléments-là de langage pour le porter au sein de l'hémicycle. C'est quand même des interrogations que nous sommes en train de nous poser, et j'invite le président, comme lui-même il a dit qu'il était aussi un homme, il n'était pas une femme, pour se laisser manipuler comme un pantin désarticulé. Donc je voudrais que, monsieur le président de l'Assemblée nationale, que vous fassiez votre travail et que vous dénonciez toutes les personnes qui sont traîtres contre la République. Russell, on termine avec vous. Oui, monsieur Christian, au-delà d'être militaire, au-delà d'être diplomatique, la guerre est aussi médiatique. Et ces députés-là, je ne comprends pas s'ils ont cette dose de connaissances-là pour comprendre la quintessence, l'intérêt, l'importance même des paroles qu'ils sont en train de sortir au niveau des médias, à la place publique. Et donc, ce sont des choses qui doivent être sévèrement punies. Et donc, surtout quand il s'agit des matières de sécurité, je pense que tous nous sommes d'avis que les règlements d'ordre intérieur doivent être encore beaucoup plus durs envers ces genres de députés qui considèrent que l'Assemblée nationale était un fourre-tout, était une poubelle. Mesdames et messieurs, vous suivez Grande Tribune. Je rappelle le sujet, Assemblée nationale, les absentéistes mis à la porte. C'était le premier sujet. Et je connaissais donc la participation de Papi Ndjosso Ngandou, il est prophète, et le troisième intellectuel de Kabea Kamanga. Exactement. Patrick Kalinga, journaliste tabac l'agence télévision. Et puis Russell Mutoke, cadre de l'UDPS. Ce sont les trois invités d'aujourd'hui avec qui nous parlons, avec qui nous discutons autour de cette grande... de ces deux grands sujets. La deuxième question, le deuxième sujet en image. La guerre et les élections, quel discours pour les politiques en 2023? Plusieurs Congolais se posent des questions sur l'impact qu'aura la guerre avec le mouvement terroriste du M23 dans l'organisation des élections. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, le gouvernement congolais et la CENI seront-ils en mesure d'offrir aux Congolais des élections libres, transparentes et apaisées en 2023, autant de questions qui commencent déjà à tarauder les esprits. Et puis quel discours tiendront-ils les politiques à l'approche de ce scrutin de 2023? L'union sacrée qui gouverne le pays trouvera-t-elle des prétextes pour influencer le report de joutes électorales tant attendues par
par la population et l'opposition. Mais plusieurs analystes avertis croient que les politiques doivent déjà se préparer à des éventualités. Face à la guerre, que nous impose le Rwanda, les politiques congolais doivent rester unis pour défendre l'intégrité du territoire. Mais la grande question, entre élection et guerre, le choix, il est où? Alors, je commence avec le prophète, troisième intellectuel de Kabila Kamonga. Monsieur Papi, allons-y. Dites-nous, selon vous, puisque tout est clair maintenant, la guerre est pratiquement à notre porte. Et on a comme une sorte de délaissement des autres pays africains. Aucun pays africain jusque-là, vous pouvez me corriger, n'a condamné le Rwanda frontalement. Tout se passe encore dans la médiation, jusqu'au point que le Kenya demande même qu'il y ait la force régionale au niveau de la partie Est. Alors, mais la grande question, comment on va faire les deux opérations, élection et guerre? Je commence par un adage latin. Ah, ok. Ça sera le troisième adage de l'émission. Pas même, donc quatrième. Quatrième, ah d'accord. C'est pas possible. Cela veut dire que... Recommencez, pardon. Ça c'est en latin. En latin. Oui. Cela veut dire quoi? Lorsque tu iras au champ, rends-toi compte que tu as laissé à la maison la paix. Okay. La question que nous nous posons, est-ce que devrions-nous aller aux élections en 2023 alors que nous avons un ennemi farouche en face de nous? Qui peut entrer à tout moment. Qui peut entrer à tout moment. Et soutenu même par la fameuse communauté internationale. Ouais. Et certains pays africains, comme vous venez de le dire, le Kenya. Christian Bossembe, j'ai toujours eu mal de le dire, mais je dois quand même le dire. Allez-y, allez-y, papi. Le malheur du Congo, c'est la Kabylie. La Kabylie, comment? Tu sais qu'il se trouve innocent de prendre sur ses épaules une charge qui a été créée par une autre personne. Laquelle? Mosé Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il est entré ici, comme ce fut un libérateur, alors qu'il n'était pas un libérateur, il est venu nous enterrer dans un trou. Il prend un Rwandais du nom de Bizimankara. Il le nomme ministre des Affaires étrangères. Il ne s'arrête pas là-bas, M. Christian. Il va prendre un autre Rwandais, James Kabarebe. Il le nomme général chef d'état-major. Comment voulez-vous qu'un pays d'école, avec des étrangers à la tête des institutions, c'est comme ça que les Rwandais se sont infiltrés partout, dans l'administration publique, dans l'armée, dans la police et même au Parlement. Je peux même vous dire actuellement, il y a 15 députés qui ont une nationalité douteuse. C'est comme ça que Félix Tshisekedi, je le regarde en face. Je lui dis, Monsieur le Président, rappelez-vous de ceux-là que vous avez qualifiés comme étant amis. Le président de l'ESIDA, je me rappelle du Jean Val, qui dira que je vais voter Félix Tshisekedi. Il s'est mis à côté de son ami de l'Ensemble pour les Katanga. Ne vous rappelez-vous pas, Monsieur le Président, de cette situation qui s'est passée à Jean Val? Je reviens ici au Congo. Nous nous sommes retrouvés devant une difficulté et que la Constitution en avait déjà prévu. Il fallait qu'on aille à la coalition. Nous avons fait la coalition FCC-Cash. Le président de la République, avec la bonne foi, croyait peut-être que ces gens avec qui nous nous sommes coalisés ont de bonnes volontés, ou soit une bonne volonté pour l'envol de notre pays, alors qu'ils étaient des ennemis. Ils mettaient toujours les bâtons dans les roues du président de la République. Est-ce que, monsieur le président de la République, vous ne regardez pas cette difficulté qui s'est alignée comme tout un fil? Et donc, monsieur le journaliste, Christian Bossembe, moi, en tant que prophète politique, je ne vois pas les élections en 2023. Mais est-ce que ça ne cause pas de problème? Non, est-ce que la même communauté internationale ne va pas crier non, la communauté à la confiscation du pouvoir? Non. Je m'explique. Le peuple congolais est un souverain primaire. C'est nous qui donnons mandat via la Constitution au président ou soit aux dirigeants d'un État.
C'est nous-mêmes qui allons nous prendre en charge pour dire que, comme à l'est du pays, nous sommes seuls butés à une difficulté de guerre. Est-ce qu'il faudra-t-il aller aux élections? Non. Mettons-nous autour d'une table. Que chacun apporte la pierre à l'édifice pour qu'ensemble, on termine d'abord la guerre. Nous allons utiliser même la vaseline pour glisser constitutionnellement M. Christian Bossembe. Parce que ça, c'est la volonté du peuple congolais. Donc, pour répondre à votre question, on va utiliser tous les moyens possibles. On va utiliser tous les moyens possibles avec l'accord du peuple congolais. Vous entendez, avec ou sans vaseline, il faut qu'on arrive là-bas. Donc, en tout cas, nous, cette fois-ci, parce qu'en 2016, on utilisé la vaseline, ils ont glissé. Oui. Moïse Katumbi a pleuré, il y a eu un premier penalty, un deuxième penalty, alors qu'il fallait qu'on lui accorde aussi le troisième. C'est comme ça qu'il avait crié. Alors, nous, aujourd'hui, là, on pourrait même utiliser la pommade crayon pour glisser constitutionnellement avec l'aval du peuple congolais. Le peuple va se maintenir dans la rue pour dire, niet président de la République, l'argent que nous devrions mettre pour les élections, les élections ne sont pas prioritaires, bien que les délais des mandats du président de la République, reconnus dans la Constitution. Mais qu'est-ce que vous allez dire, on va prendre Patrick, mais avec vous d'abord terminer, qu'est-ce que vous allez dire à Fayoulou, qu'est-ce que vous allez dire à Katumbi, qu'est-ce que vous allez dire à Kabila, qu'est-ce que vous allez dire à tous les opposants? Non, je vous ai dit ici, M. Christian Bossembe, il n'y a pas d'opposants en République démocratique du Congo. Par contre, il y a des ennemis du président Félix Tshisekedi. Je vais vous faire une caricature. Allez-y rapidement, on va prendre Patrick. En 2016, Moïse Katumbi fuit le pays. Qui l'avait fui? Qui l'avait fait fuir? Joseph Kabila. Il aurait fallu que Félix Tshisekedi vienne au pouvoir pour lui donner quand même un passeport. Bien que il a demandé à son réconciliateur les passeports avec lesquels il est entré au Congo. Mais voilà la personne qui vous a chassé du pays. Vous vous réconciliez avec lui, soi-disant la réconciliation katangaise, alors qu'il y avait un seul objectif, qu'il paye la dette de Joseph Kabila. Nous avons suivi les audios sur qu'il est. Mais juste les derniers jours de cette fameuse réconciliation, il y a l'ex-gouverneur du Katang, le professeur Ngoï Moukina, qui est décédé. Allons-y réfléchir. Et juste après cette réconciliation, la guerre à l'est de notre pays rebondit encore. Silence radio dans les chefs du président de l'ESIDA. Silence radio dans les chefs de l'ensemble pour les Katanga. Silence radio dans les chefs du président du parti politique pour la recherche de détournement PPRD. Silence radio. Monsieur Christian Bossembe, en 2023, nous allons glisser constitutionnellement avec l'aval du peuple. Très bien. Alors Patrick, on est devant un choix entre aller aux élections ou faire la guerre. D'autres disent on peut faire les deux en même temps. Mais alors la question de moyens va se poser, mais aussi la question de la crédibilité. Puisque comment vous allez organiser les élections, par exemple à l'Est, où il y a des crépitements de balles, où les gens ne peuvent pas rester longtemps, puisque à tout moment ça peut rebondir. Est-ce que c'est le moment d'en parler maintenant pour finalement dégager l'horizon, ou laissons ces débats, attendons le jour J? Bon, je veux utiliser aussi dans une certaine mesure la vaseline pour essayer pas de glisser, mais d'inoculer quand même une certaine réflexion dans les chefs de ce genre des téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments pour comprendre et eux-mêmes vont juger en connaissance de cause. Je prends deux aspects. Le premier aspect, je veux parler de l'argumentaire que peut utiliser les gens qui veulent que les élections se tiennent pour dire que voilà, la situation qui prévaut actuellement dans le pays, c'est une farce. C'est quelque chose qui est monté de toutes pièces par le régime en place pour justifier l'échec du régime actuel et c'est dire que voilà, avec cette insécurité, cette situation, on ne peut pas organiser des élections, nous devons glisser, nous devons d'abord restaurer la paix dans le pays. C'est un argument qui est aussi utilisé par le Rwandais. J'ai suivi un haut responsable du Rwanda qui a été interviewé sur la question et il dit même que le problème de M23, c'est le problème qui est d'ordre interne. Ce sont des Congolais
de la communauté rwandaise, des Congolais rwandophones, voilà, qui ont porté leurs revendications au niveau du gouvernement, mais après, le gouvernement incapable de pouvoir satisfaire ces revendications, ils sont en train de s'entretuer, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Et le deuxième élément qu'il a évoqué, c'est de dire que le président Félix Tshisekedi n'a pas un bilan à présenter à la fin de son mandat, et il cherche de voies et moyens pour fustiger les Rwandais afin qu'il arrive à glisser et à ne pas organiser les élections. Or, lorsqu'on n'organise pas les élections dans cette confusion-là de langage et de raisonnement qui sont distillés à tout bout de champ, ça met le président de la République en porte-à-faux et son pouvoir devient illégitime dans une certaine mesure et susceptible d'être traqué par-ci, par-là et tout. Ça, c'est le premier argument, l'opinion des opposants et des Rwandais. Maintenant, le deuxième aspect de choses, de la réflexion, c'est quoi? C'est que le premier devoir d'un État, c'est de protéger les corps, c'est d'éviter que les sangs coulent. Ça, c'est le premier devoir d'un État. Et ce devoir-là est porté par le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Vous l'avez dit, est-ce qu'on peut organiser des élections maintenant, au moment où à l'Est, ça crépite, il y a des gens qui meurent? On ne peut pas faire la fête lorsque ça brille chez les voisins. Mais ça, ce n'est même pas chez les voisins. Ça, c'est chez nous. Chez nous-mêmes. Il y a la guerre chez nous et ça brûle chez nous. Donc c'est un peu comme dans la chambre de votre fille, ça brûle et vous organisez l'anniversaire de notre enfant. Je me désintéresse complètement de ce qui se passe dans la chambre de ma fille. Je veux quand même organiser les élections. Ça, c'est une obstination diabolique. Ça, c'est de un. Des deux, on dit que le premier devoir d'un bon citoyen, c'est de participer aux affaires de l'État. Participer aux affaires de l'État. Aujourd'hui, on a remarqué combien de gens se mobilisent à l'Est, à Goma, pour dire non à cette agression rwandaise. À cette agression rwandaise. Les gens se mobilisent pour ça. Les gens disent que on en a marre quand même. Cette guerre qui nous assaille depuis plus de 3 décennies, ça n'a que trop duré. Nous devons mettre un terme. Ils sont prêts même à entrer dans la frontière. Voilà. Mais maintenant, comment? Parce que c'était aussi un pari risqué dans une certaine mesure. On ne peut pas violer l'autre frontière. Mais on doit quand même dire à nos téléspectateurs que la guerre, cette guerre que nous sommes en train de vivre depuis plus de 3 décennies, c'est une guerre qu'on appelle une guerre asymétrique. Les gens doivent connaître la portée de cette guerre asymétrique. Parce que ce qui se passe chez nous, ce n'est pas exclusivement l'apanage du Congo. Ça ne se passe pas seulement chez nous. L'Israël a connu la même guerre. Et durant toute son histoire, les guerres asymétriques, Israël a su se démarquer et instaurer la paix dans une certaine mesure dans son territoire. Aujourd'hui, la guerre asymétrique, c'est la guerre qui oppose l'armée régulière avec des groupes irréguliers. Et donc là, on est aux antipodes du droit international. C'est-à-dire que ces gens-là, ces groupes irréguliers-là, qui assaillent notre peuple, ce sont des gens qu'on a difficile à identifier. On ne sait pas qui est combattant et qui ne l'est pas. Tantôt, ce sont des femmes qui vivent dans notre territoire, qui, la nuit, arrivent à alimenter les assaillants en armes, en logistique et en nourriture, dans une certaine mesure, mais pendant la journée, ils échangent avec nous et ils se démasquent comme étant de civils. Il y a toutes ces histoires-là qui ne doivent pas, normalement, pousser les gens à faire la guerre classique. Ça, ce n'est pas une guerre classique. Et donc, du coup, moi, déjà, dans ma réflexion de la chose, je ne vois pas. Je suis en train de réfléchir sur comment mettre un terme à cette agression. Mais je me dis qu'il faut arriver dans une certaine mesure à faire une espèce de consultation intellectuelle de la population. Arriver à recueillir quand même les avis des uns et des autres sur cette question. Mais ce qui est vrai pour répondre clairement à la question qui a été posée, dans le choix, si le moyen nous permet, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que même pour les militaires, les forces armées qui sont déployées au niveau de l'Est là-bas, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de l'argent. Il faut que le gouvernement essaye de... Une cartouche, ça coûte $3.
Mais il faut Mais imaginer lorsque vous ce que dites ça une cartouche, représente. Mais non, qu'est-ce que ça représente, Ben ouais. toute cette armature, Ouais. cette artillerie et tout. Mais on a remarqué aussi, il y a des images qui font mal quand même. On a remarqué aussi, lorsque on a mobilisé quelques éléments de l'armée au niveau de Kingasani, je crois, il y a les populations qui viennent pour... L'un donne quand même de l'argent à l'autre, il y a de nourriture qu'on donne à nos forces armées pour aller combattre. Ça veut tout simplement dire que la population a d'abord et avant tout besoin De paix. que la paix redevienne, Très soit bien. restaurée dans notre pays. Les élections, ce sont des manipulations politiciennes. On veut des élections, mais on comprend que chaque fois, après les élections, il n'y a pas de paix dans une certaine mesure, il y a toujours de manipulation dans une certaine mesure. On ne dit pas que les élections ne seront pas organisées. Les élections seront organisées, mais au temps opportun dans une certaine mesure. Il faudrait qu'on arrive à restaurer la paix. Si la paix est restaurée avant la date butoir, la date des élections, on ira aux élections. Très bien. Alors, Christelle, on va terminer. Et vous, la question, elle est simple. Entre la guerre et les élections, ce sera quoi le choix? Bon, à mon avis, je pense que c'est une question qui relève de la responsabilité du gouvernement, parce qu'il faut rappeler ici que seul le gouvernement peut avoir cette décision-là, en rapport avec aussi le Parlement, qui peuvent voir si, dans ces cas précis, il est tout de suite intéressant d'organiser les élections, ou d'autant plus qu'une partie de la République est en guerre. Mais il faut rappeler aussi ici, cher Christian, que cette guerre de l'Est est une guerre de longue haleine, travaillée par le multinational, travaillée par le Rwanda. Ça fait belle lurette. Vous suivez Charles Onana, qui a eu à un certain moment des démêlés avec le Rwanda et Paul Kagame lui-même qui l'ont porté plainte. Après, ils ont retiré la plainte parce qu'ils s'imaginaient que si ça allait au niveau des instances judiciaires, avec des preuves que détenait Charles Onana, ils pouvaient mettre à la place publique leur stratégie. Vous vous rendrez compte que j'ai retenu des événements qui ont concouru à ce que cette histoire de l'Est, n'est-ce pas, puisse être mise en mouvement. Vous allez vous rappeler d'ailleurs qu'à cette époque, Mobutu est comme une sorte de leader au niveau de l'Afrique centrale, très ami au président Abiyarimana. Mais comment mettre l'instabilité dans cette partie de l'Est pour enfin exploiter illégalement ses richesses? Et c'est là que le multinational vont chercher un pion. On va assassiner Abiyarimana pour mettre en place une histoire de génocide et consorts. Et lorsque vous suivez Charles Onana, il va vous dire même que le but même du génocide, c'était l'Est du pays. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a le génocide, on va fermer la frontière avec la Tanzanie, on va fermer la frontière avec l'Ouganda et consorts, et on va diriger toutes les populations en demandant à Mobutu d'ouvrir un couloir humanitaire, sans pour autant que cela soit contrôlés, désarmés et consorts. Et là, nous avons été envahis par des militaires sous couvert. Et aujourd'hui, après la chute, après l'assassinat d'Abiyarimana, on va procéder par ces canaux-là du génocide à la chute de Mobutu. Mais malheureusement, le premier pion qui était Paul Kagame, qu'on a utilisé par la suite pour défenestrer Mobutu, il y aura encore un autre pion qu'on va considérer que maintenant qu'on doit avoir la RDC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des tops, il faut mettre des infiltrés. On va choisir Kabila, mais Kabila Laurent Désiré Kabila, j'ai dit, qui va se rebiffer après pour se constituer en patriote. Et c'est là qu'il avait risqué sa vie. La raison pour laquelle même héros national. Mais posons-nous la question très souvent. À qui a profité les crimes? Comment l'ancien président est devenu président à cette époque-là? Et la question est restée pendante. On a mis en place des histoires où on a même emprisonné, on aurait emprisonné des innocents, qui du reste, certains ont d'ailleurs été libérés par grâce présidentielle, n'est-ce pas? J'ai parlé ici l'autre, Eddie Kapend, n'est-ce pas?
vous allez vous rendre compte que cette histoire, en réalité, est un tour de Babel. Parce que lorsque l'ancien président Kabila arrive au pouvoir, vous allez vous rendre compte qu'on va nous amener d'abord dans une histoire de 1+4, où la défense et sécurité de la RDC a appartenu à un vice-président à qui, à San City, on ne voulait même pas entendre parce qu'il s'agissait d'une question de nationalité. Et de là est partie maintenant l'infiltration de notre armée. Plusieurs généraux ont été nommés en cascade, sans pour autant passer par le faux Kananga, qui a été d'ailleurs torpillé, laissé dans son mouroir. On a pratiquement jeté en pâture Kibomango, n'est-ce pas? Où on était en train de faire des recrutements, en train de ramasser des cousins et cousines. On a fait des brassages et mixages à partir de ces accords qu'on a signés entre les CNBP et le gouvernement par Raymond Tshibanda, je pense, si je ne m'abuse. Et puis après les CNDP, qui va aujourd'hui se constituer maintenant en un nouveau mouvement, le mouvement du 23 mars, que nous sommes en train de fustiger aujourd'hui, qui aujourd'hui est d'ailleurs considéré à travers la décision de la défense et sécurité des mouvements terroristes, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que depuis tout ce temps, on a travaillé pour déstabiliser les pays. Regardez la gestion du pays pendant 18 ans. On a tué l'armée. Combien de généraux et consorts qu'on est en train d'arrêter au niveau de l'armée, infiltrés? Est-ce que c'est ça qui justifie le fait qu'on choisisse la guerre au lieu des élections? Vous savez, la stabilité d'un pays repose sur la paix, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas considérer, prétendre stabiliser les pays, développer les pays lorsque vous êtes en guerre. Mais vous faites la guerre, vous faites les élections aussi. Exactement, c'est pour ça même. Vous faites déjà des belles recettes, il paraît. Exactement, c'est pour ça même que j'étais en train de dire que cette décision-là appartient au gouvernement. Moi, ce n'est pas sur un plateau que je viendrai donner ma position parce que le gouvernement n'avait pas encore. Votre point de vue est lequel? Mais mon point de vue est ceci. C'est que il est clair que le gouvernement a déjà décidé, n'est-ce pas, qu'il y aura élection. D'ailleurs, vous avez suivi le président de la commission électorale qui a dit qu'il y aura élection. Le gouvernement n'a pas transigé dessus aussi parce qu'il a dit qu'il y aura élection. Mais moi, je pense que, à mon avis, faire des élections en train de voir nos populations à l'Est être massacrées, je ne suis pas d'avis. Parce que de toute façon, ne se voilons pas la face. Si on accepte d'aller aux élections, acceptons qu'une partie de la population congolaise ne votera pas. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Disons la vérité aux gens que si nous allons aux élections, ça veut dire que tous ceux qui vivent à la frontière ne vont pas voter, puisque là où comment on appelle ça, le bureau de vote seront installés, ça va être installé dans des milieux où il y aura de guerre. Où ça tire. Et je ne vois personne aller accepter ça. Et c'est une forme d'exclusion. Exactement. D'ailleurs, je pense que j'emprunte même cette idée-là parce qu'à un certain moment, il y a eu même, je crois que les élections de 2018, où il n'y avait pas eu élection au niveau de Béni et consorts. C'était à cause d'Ebola, je pense. Exactement. C'était Ebola. Exactement. Un truc du genre qu'ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait Ebola, tout ça. Ebola et consorts. Et donc, c'est une mesure beaucoup plus qui appartient au gouvernement. Mais je ne pense pas que la population de Goma ou de Kivu acceptera la deuxième fois la même chose. Exactement. Ça c'est une manche de fer. C'est une manche de fer. C'est pourquoi moi j'ai adopté la position de mon frère journaliste ici pour dire que moi je ne suis pas de cet avis-là, mais moi je ne suis pas gouvernement. La responsabilité revient au gouvernement de faire ce choix-là. Maintenant. Très bien, on va terminer. Maintenant, puisque nous avons étalé cette histoire, il faut voir les intérêts ici. Quel est l'intérêt d'instabiliser la RDC pour le Rwanda? Parce que vous avez vu, lorsque l'état de siège est arrivé, n'est-ce pas? C'est que ça a mis en mal l'économie au Rwanda. Et le Rwanda s'est obstiné maintenant à activer cette histoire de M23 qui n'existait presque plus. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque le M23 a été défait, on a même récupéré des armes qui ont été avant envoyées à la MONUSCO et renvoyées par la suite au gouvernement. Très bien. Et d'où est parti cet armement des M23? Donc nous avons compris que c'est sous couvert, n'est-ce pas, que le Rwanda est en train d'agir au nom du M23, mais en réalité c'est le Rwanda. Oui. Et nous disons ici que c'est là que nous proposons que le gouvernement doit maintenant travailler sur une question. La question sur cette partie de l'Est de la République. C'est-à-dire que il faut engager la République, les jeunes filles et garçons de cette partie du coin de la République, à un service militaire pour qu'ils soient par ricochet
considérés comme des réservistes à un certain moment. Deuxième chose, c'est qu'il faut aussi pratiquer les renseignements modernes. Aujourd'hui, les nations font des renseignements pour des projections, par exemple, des 30 ans, 50 ans et consorts sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité. Et quand vous voyez même l'histoire que j'ai relatée ici avec le Rwanda et consorts, ça a été une histoire de longue haleine. On a terminé notre émission. C'est pour ça que je pourrais... Merci beaucoup. Alors, vous avez 1 minute pour récupérer le temps parce que Russell a pris beaucoup de temps. Vous avez, vous deux, 1 minute pour terminer. Je voudrais revenir sur mes propos. Ok. J'ai dit, en 2023, il n'y aura pas d'élection. Mais vous n'allez pas clôturer avec un adage en latin? Je veux clôturer. Je veux clôturer avec un adage en latin. Il n'y aura pas d'élection, pourquoi? Parce que la population de l'Est du pays n'est pas en paix. Nous ne voudrons pas voir une partie du territoire national qui ne va pas aller aux élections parce que il y a Katumbi, il y a Kabila, il y a Fayulu et Mouzito. Nous allons leur dire quoi? J'ai dit à Katumbi ceci, il n'est pas congolais. Il est frappé de l'inéligibilité. Kabila, je peux dire sur le propos de Katumbi qui n'est pas aussi congolais, mais qu'il a déjà aspiré ces 2 mandats et qui ne reviendra pas constitutionnellement. Mouzito, et qui, je peux dire, Fayulu, j'aurais appris, j'ai dit bien, j'aurais appris qu'il serait sénégalais, donc il est aussi frappé par cette question de la nationalité. Alors, je reviens parce que vous l'avez demandé sur l'adage, et je finis par là. Loini Mujikolu Lukunzamesu. Ça c'est latin. Oui. Mwena Bouloji Ujukweba Aou Mujukudjilaban. Je rallie maintenant avec la situation politique. Félix Tshisekedi est comme un père de la nation. Il est d'ailleurs le père de la nation. Mais il voit ses enfants mourir. Alors que c'est lui qui bouffe les enfants. Et chez lui, à la maison, Christian Boussimbi. J'ai suivi Moïse Katumbi sur une chaîne internationale. On lui pose la question. On te traite d'un Judas. Il répliqua. Le vrai Judas, c'est lui. Parce que les morts qui sont à l'est du pays, l'auteur, c'est Joseph Kabila. Moi, je suis innocent, comme le disait l'affaire Kamer ici. Ça, c'est Moïse Katumbi qui dit. Moïse Katumbi répliqua encore. Les morts de Kamouenan Sapou, qui en est l'auteur à l'époque? Je crois que c'est on ne peut pas nous intimider qui était le ministre de l'Intérieur. Et Moïse Katumbi dit, non, c'est toujours Joseph Kabila. Et c'est lui qui est le vrai Judas. Ça, ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos de Moïse Katumbi. J'ai suivi Paul Kagame, M. Christian Bosembe, dans une interview en 2015. Tous savons qui était président en 2015. On lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a avec les groupes M23? Il dit non, ne me posez pas cette question ici de M23. Le responsable, ce sont les Congolais. D'ailleurs, le numéro 1 du Congo, j'ai dit bien sûr France 24, le numéro 1 du Congo, c'est lui qui entretient les relations avec les M23. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a qu'un seul choix. Notre ami a dit qu'il ne va pas donner la position parce que le gouvernement avait promis qu'il y aura bel et bien élection en 2023 et que nous sommes tenus à respecter la Constitution. Non, mon cher ami, je vais vous dire maintenant les latins que vous connaissez. Alors, tout pas te relègue comme fait kisti. Ah, ça c'est les latins. Enfin. J'avais gardé ça comme une cartouche. Comme pour dire que il appartient à une autorité administrative qui prend la décision de la retirer ou soit de la modifier. Alors, on a pris une décision, bien que constitutionnelle, que nous allons organiser les élections en 2023. Est-ce que, Christian, nous ne pouvons pas modifier cette décision? Merci nous beaucoup. La modifions. Merci, Papi Djosso. Papi Djosso. Papi Djosso. Alors, Patrick, on va terminer. Organiser les élections, je vais dire un raisonnement vraiment facile. Organiser les élections, c'est pour faire profiter à peu près 1600 ou 1700 personnes, de leur donner des postes. Parce que c'est 500 députés nationaux, environ 400 ou 500 députés provinciaux, et vous avez 100 et quelques sénateurs, et à la limite 100 membres du gouvernement. Une infime partie. Donc ça veut dire que 2000 personnes vont bénéficier directement de cette histoire-là. Mais vous avez des millions de personnes qui vivent dans le cauchemar le plus atroce depuis 25 ans. Ben, le choix va être lequel?
Plus de 25 ans d'ailleurs. D'ailleurs, je veux citer un adage qui dit... Ah, un adage aussi Oui, un adage qui dit... Ça, c'est latin ou français? Non, c'est français. Ah, d'accord. Mais c'est un adage d'un Congolais, paix à son âme, Honoré Didier Mukendi, dans un travail de mémoire qu'il a travaillé sur le travail de Valentin Yves Moudimbe, Entre le zoo. Il dit... rien n'est tragique pour un Africain que de mener une vie d'ostracisme. L'Africain vit avec le groupe. Son milieu naturel, c'est les groupes. Il vit en fonction et aux dépens de ce groupe. Voilà pourquoi, très souvent, en Afrique, dans les pays africains, lorsque quelqu'un s'est méconduit dans le groupe, il y a cette sanction du groupe-là. C'est-à-dire qu'il est isolé dans une certaine mesure. Or, nous sommes dans une situation où une partie de nous est assaillie. Et donc, du coup, on ne peut pas, dans une certaine mesure, se désolidariser du groupe. Organiser les élections tout en minimisant ce qui se passe dans cette partie de la République, c'est être tout simplement un criminel. Nous devons nous solidariser avec ce qui se passe à l'Est. Nous devons nous mobiliser pour que la paix soit restaurée dans cette partie de la capitale, dans cette partie de la République. Et c'est seulement après la restauration de cette paix que nous pouvons prétendre organiser des élections. Mais deuxième élément que je voulais interpeller le Congolais par rapport aux propos du lieutenant-colonel qui a tenu une conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, au fait. Le monsieur est en train de cracher sur nous, quand même. Les porte-paroles le lieutenant colonel il raconte sa vie. C'est un Canadien, Frédéric Harvey. Il raconte sa vie. Il raconte réellement sa vie. Moi, je pense que les gouvernements doivent mesurer la portée. Parce que ça donne un argumentaire aux Rwandais. Parce que lorsqu'ils nient... Mais nous ne sommes pas agressés par le Rwandais. Mais il est contradictoire, Patrick. Totalement contradictoire. Il contredit l'ONU. Effectivement. L'ONU dit qu'Igal soutient le M23. Et lui, il s'est réveillé un matin, je ne sais pas, frappé par le froid de l'Est. Il vient raconter sa vie, non, il n'y a pas de preuves factuelles. Non, mais c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Les tenues militaires rwandais qu'on a présenté, les 2 soldats rwandais qu'on a arrêtés, c'était franchement, ça m'a outré, dans une certaine mesure. Je me dis quand même, si c'était dans d'autres pays, cette personne-là n'allait plus fouler le pied dans notre territoire. On le renverrait. Il faut le renvoyer directement. Oui, on le renverrait. Alors on termine avec vous, Russell. En 1 minute, s'il vous plaît, parce qu'on a dépassé le temps. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut noter ici aussi que sur cette question, je crois que la réunion du Conseil supérieur de la défense hier a pris la décision de demander au gouvernement de suspendre ou soit d'annuler tous les accords qu'il y a eu bilatéraux avec le Rwanda. Mais en même temps, j'étais en train de dire ici, lorsque j'étais en train de parler du renseignement moderne, j'étais en train de faire allusion ici à faire en sorte qu'il faut travailler aussi pour voir dans quelle mesure on peut aussi infiltrer les Rwandais comme il le fait avec nous. Parce que, je crois mon ami a évoqué la guerre d'Israël qui à un certain moment avait aussi souffert de ces problèmes. Et l'Israël avait fait aussi des mêmes. L'Israël était agressé par les Libans. L'Israël a infiltré les Libans, a renversé le pouvoir au Liban pour mettre un pion. Il faut travailler sur des questions comme ça. On ne fait pas la guerre au peuple rwandais. Quelqu'un m'a dit, mais c'est cet autocrate-là. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'est cette Kikoun qui disait ça. Il me dit, il faut qu'on arrive à démocratiser le Rwanda. Non, effectivement. Il faut lui laisser vendre les chemises. Mais c'est l'argumentaire. Il faut démocratiser le Rwanda. Je crois que j'avais la parole. Je crois que lui, ces messieurs, il faut lui laisser vendre les chemises, comme l'a dit Papi Diosso. Parce qu'un proverbe latin dit, allez-y, continuez. Et donc, je suis en train de rappeler ici que si les Rwandais a eu à faire ça avec nous autres, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi parce que Mobutu le faisait déjà à l'époque. Exactement. Avec son ami le président Habyarimana qui fut assassiné à l'époque. C'est pourquoi même j'avais rappelé l'histoire. Mais ici, je rappelle ici que la guerre a 3 dimensions. La dimension militaire qui avait déjà été engagée par le président. D'ailleurs, vous avez parlé de recettes ici. Je puis vous dire, sauf erreur de ma part, que le mois de juin est en train d'aller déficitaire parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont engagés dans cette question de l'Est, des moyens militaires. Mais la guerre est aussi diplomatique, mais surtout médiatique. Surtout médiatique. J'ai essayé de parcourir nos journaux.
Et j'ai eu comme l'impression que nos journalistes ont tendance très souvent, je vous épargne parce que vous êtes très professionnels, à continuer à considérer les M23 comme un groupe armé. Non, c'est pas un groupe, c'est des terroristes. C'est un groupe terroriste. Et parce qu'il y a un comportement sur le plan international, selon les dispositions internationales, il y a un comportement adopté lorsqu'un groupe rebelle est considéré comme étant terroriste. Et il faut même évoluer. Parmi les principes. Le M23, c'est une fiction, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Si on change la rhétorique, on ne parle plus de exactement. Il faut parler, les médias doivent aider le pays à parler expressif du Rwanda et à dire que c'est des terroristes. Parce que, à travers les mondes, selon les dispositions internationales, on ne négocie pas avec les terroristes. Merci Russell Moutoké. Vous êtes cadre de l'IDPS. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Patrick Kalinga. Vous êtes journaliste Tabala Agence TV. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et le prophète politique, le troisième intellectuel des Kabila Kamwanga, Papi Djosso Ngandou. Il ne nous a pas dit ce que signifie ESIDA. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire général adjoint du ANCL. Alliance pour la nouvelle classe libérale. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Si ça vous a intéressé les débats, eh bien merci. Écrivez-nous, faites-nous vos commentaires. Ça sera un grand honneur. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.